pas que de l'architecture et de faire plein d'autres choses pour répondre à cette complexité. Et la dernière chose, c'était une remise en question aussi un petit peu du personnage dans lequel on est, enfin auquel on nous habitue, le personnage professionnel, je parle, et donc effectivement, on est architecte, on sort de l'école d'architecture, et ben, effectivement, on a un certain nombre d'expectatives qui ne sont pas forcément très conscientes, mais d'entreprise, de revenus, tout ça. Et en fait, on se rend compte aussi que, attendez, on n'a peut-être pas forcément besoin d'autant d'argent tout de suite. On peut remettre en question un certain nombre de principes comme celui de la croissance qui devrait être continue, éternelle, ou des choses comme ça. Et finalement, on peut aussi se satisfaire d'assez peu, ce qui nous permet de se mettre en marche en termes d'engagement assez rapidement. Voilà, donc pour nous, l'association, c'est un outil pour projeter d'une certaine manière ces craintes-là, soit les craintes du milieu professionnel, écologique, de ce que vous voulez, à travers le groupe, et de se mettre en capacité. Donc l'association, c'est une petite association, on a commencé à 5, on est 9 aujourd'hui. Et donc je peux vous dire aujourd'hui qu'effectivement, ça nous a mis en capacité de pouvoir agir. Hem Et c'est pour ça que j'aimerais faire très rapidement un petit tour d'horizon de pourquoi je suis arrivé à cette conclusion. Alors premièrement, c'est, une association, déjà à la base, c'est, en tout cas selon nous, c'est une opportunité de pouvoir, réfléchir à ce qui régit les relations entre les personnes. Donc nous, on a, développé une organisation qui se rapproche de ce qu'on appelle l'holacratie, enfin en tout cas c'est le fonctionnement le plus proche que j'ai trouvé. En termes théoriques. En tout cas, ça veut dire que, tout le monde est responsable de tout, qu'il y a, des petits organes de prise de décision qui sont, à l'intérieur de l'ensemble, et que, nous, on appelle ça les conseils mineurs. Effectivement, les conseils mineurs peuvent aller, faire un projet, prendre des décisions, en tout cas des décisions, rapides et les plus rapides à prendre, et puis se réfèrent au groupe, au grand groupe, au conseil majeur, de temps en temps, pour valider les grandes décisions. Ça nous permet déjà de de remanier un petit peu les, hiérarchies, les questions de responsabilité, et ça fait beau, je pense. Mais c'est surtout pouvoir questionner ce fonctionnement tout le temps et le remettre d'être très attentif à comment on peut l'améliorer, et là, sur certains projets et étapes de la vie. Heu, bon, j'espère que vous me suivez toujours, j'ai pas trop de retours. Voilà, cette association nous a permis d'abord et avant tout de faire un certain nombre de projets qui étaient vraiment fondamentalement tournés vers l'extérieur. Donc là, c'était un petit guide de voyage pour une promotion, d'une école, de d'architecture argentine qui venait dans le Nord. Ça nous a permis de d'aller réfléchir à comment on parle de notre territoire, comment on le transmet, et comment aussi on s'ouvre aux gens qui viennent de l'extérieur. On a fait des concours qui tout de suite prenaient des dimensions extrêmement, encore une fois, complexes. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas que de réhabilitation ou de construction, mais tout de suite de mode d'organisation, de société, de comment on intègre le réemploi, le déchet, l'énergie, l'eau là-dedans, toujours très complexe. Et puis, ça nous a permis aussi d'aller, poser la question à plein de gens, justement, de comment on fait, comment on s'engage, comment on voit le futur. Ça, c'était un petit cycle de conférences qu'on a fait à l'école d'architecture de Lille en 2017, qui s'appelait Vision du futur, et qui nous a donné l'occasion d'aller, poser la question à 5 personnes ou 5 collectifs comment ils voyaient le futur, comment ils pouvaient alimenter ces questions-là, depuis un champ qui est très éloigné de l'architecture. Encore une fois, ça nourrit cette question de complexité, cette question d'interdisciplinarité. La question étant de distinguer sans disjoindre. Et puis bon, après on a commencé à faire de l'architecture parce qu'il fallait bien s'y mettre et puis que ça nous plaisait. Voilà, un certain nombre de projets, et très vite on est arrivé à un problème de taille qui était, celui de l'énergie grise en général, de et des matériaux de réemploi qu'on souhaitait, enfin pas forcément de réemploi, mais en tout cas l'impact environnemental, pardon, que représente la construction. Il y a un certain nombre de choses auxquelles on peut répondre là-dessus, c'est-à-dire les matériaux biosourcés, locaux et compagnie. Mais c'est vrai qu'on voyait aussi énormément de déchets, énormément de choses, qui étaient en tout à fait bon état, ou qui étaient, juste pas à détruire. Et là, blocage, pareil, blocage assez, monstrueux, c'est celui
du BTP qui produit encore 3/4 des déchets en France et qui consomme la moitié de l'énergie. Et pour nos petits projets, ben, on s'est heurté à l'absence de filière constituée et organisée sur la question du remploi. Donc, eh ben, on allait voir un petit peu ce que c'était, un petit peu plus, les chantiers de démolition, les décharges, les démolisseurs, les gens qui se chargent de ça. Au fur et à mesure, on a commencé un petit peu à comprendre un certain nombre de choses là-dessus et c'est pour ça qu'on s'est dit: «Bah, il y a pas de filière de l'emploi, OK, on va faire une recherche justement là-dessus. On va faire des petits tests». Ça nous a amené à faire un certain nombre de petites actions comme ça pour sensibiliser à la valeur des matériaux qui n'étaient pas des déchets. Donc là, c'est une petite braderie de l'architecture. On avait, glané des choses un petit peu, hétérogènes. On avait tout mis à 1 €. L'idée, c'était surtout de pouvoir, sensibiliser à ces questions-là. Très bien. Après avoir un petit peu plus réfléchi à la question, avoir un petit peu plus compris comment on pouvait avoir accès à ces matériaux, qu'est-ce que c'était, dans quelle mesure on engageait notre responsabilité, on repart dans l'architecture, on fait des projets, on arrive à identifier des endroits où on peut récupérer des matériaux et d'autres on peut les poser. Donc là, les 3 slides qui viennent, c'est les matériaux à gauche dans leur, site d'origine et les matériaux à droite dans leur site où on les a mis en place, en œuvre. Donc là, c'est un plancher en chêne qui vient de l'ancien centre de commande des 3 Suisses, à Villeneuve-d'Ascq et Croix. Là pareil, voilà, c'était donc en gros, c'est des poutres IPN qu'on a intégrées et adaptées dans la conception et là, c'est, des chutes d'un marbrier, de Cotigny qui se lamentait un petit peu d'avoir, énormément de chutes de marbre de très bonne qualité qui, comportaient des défauts selon les clients, c'est-à-dire des fossiles ou des choses comme ça et dont les chutes justement partaient en gabarit routier, c'est-à-dire une valorisation très, très faible. Ça nous a permis de faire, une forme de terrazzo, qui assurait l'adaptation entre le bâtiment existant et puis le plancher qu'on venait de mettre. Donc, voilà quelques photos. Très bien, sauf que là, on s'est aussi heurté à d'autres problèmes qui nous dépassaient toujours. En y allant un petit peu petit à petit, on a compris qu'effectivement déjà, cet, investissement, enfin, ce genre de projet nécessitait l'investissement de tout le monde et total, c'est-à-dire, des entreprises, de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre pour pouvoir, se serrer les coudes et dire: «Bon, on y va tous ensemble et on surmonte les questions assurantielles et tout ça ensemble». Sachant que c'était un petit projet privé et l'autre problème, c'était, effectivement le stock de matériaux de réemploi. Comment on fait? Bah, c'était un peu compliqué donc hop, on repart sur la question bah, si effectivement, le problème c'est d'avoir stock et qu'il y a personne qui fait du stockage de matériaux, bah, on peut le faire nous. Chance, on a une association, ça nous permet de le faire. On appelait ça le parpaing. Au début, c'était, un prétexte pour construire avec les matériaux qu'on avait une petite étagère. Donc là, c'est ce que vous voyez à gauche, c'est une pièce neuve qu'on a fait faire qui s'insère dans un ancien socle de colonnes en pierre bleue, dans les ateliers Jaurès. C'est un site qui était en train d'ouvrir, une sorte d'occupation transitoire, une sorte de tiers-lieu qui nous hébergeait, à l'époque et ça nous a permis cette petite croix, ça nous a permis d'installer une sorte de grosse étagère qui était construite fondamentalement avec des matériaux de réemploi. Donc là, on la voit, en construction et puis, plus ou moins finie et ça, c'est la première version d'un stock de matériaux de réemploi qu'on a établi, avec, tout le plaisir qu'on peut avoir à concevoir nous-mêmes et à construire nous-mêmes des choses et avoir la liberté aussi de tester les mécanismes, les méthodes de détournement de fonction, bon, là, en l'occurrence, c'est des racks industriels qui deviennent structures et tout ça. Très bien et ensuite, ça nous a permis de faire un petit site, internet pour pouvoir référencer, tous ces matériaux et depuis on a ouvert un stock de remploi, plus important. Tout ça, c'était bien, ça a commencé à nous permettre, de se dire: «Bon, d'accord, maintenant le réemploi, c'est pas qu'on a dépassé la question, mais en tout cas à notre niveau, on peut y arriver». Ça nous permet de faire genre, par exemple, ce petit aménagement, en 2019, dans un collège, le collège Baudelaire, qui avait plein de tables, qui jetaient et puis, ils nous ont demandé de faire un petit aménagement dans la cour. Voilà, on devenait petit à petit de plus en plus, en capacité justement de faire des choses. Mais, pour les gros projets de maîtrise d'œuvre, c'était toujours un peu compliqué. On a eu la chance de pouvoir faire une étude de faisabilité avec, pour Bouygues, Bâtiment, Nord-Est, et en gros, ça nous a permis d'aller réfléchir beaucoup plus en amont à ces grosses questions, qui sont des questions graves, qui sont des questions massives et urgentes, c'est-à-dire
comment on fait pour assurer des méthodes d'emploi, comment on fait pour qu'un maître d'ouvrage puisse en prescrire, comment on fait pour que ce soit accessible, pour que ce soit documenté, comment on fait pour certifier, comment on fait pour ne pas être déchet ou pouvoir en sortir. Heu, toute cette démarche qui a donné lieu à 4 petits livrets qui se concentrent sur, globalement le panorama des acteurs, qui ont besoin d'évoluer ou qui ont besoin d'apparaître pour que ça puisse à peu près fonctionner. Ça nous a permis d'augmenter un petit peu plus, notre, heu, notre connaissance sur ces questions-là. Ça a ouvert aussi notre question, c'est celle de donc elle était parallèle, elle était sous-jacente, mais c'est la question de la typologie, c'est-à-dire, et ben, en fait, finalement, on a quand même beaucoup de déchets qui se ressemblent dans tous les chantiers de déconstruction et on se rend compte assez rapidement qu'en fait, ces déchets, pour une bonne partie, c'est le patrimoine. C'est-à-dire le patrimoine courant, c'est les typologies qu'on retrouve le plus souvent, dans le Nord. À gauche, c'est un document de diplôme, d'une de nos collègues, mais qui montre en fait, la correspondance qu'il y a entre, tous ces matériaux qu'on trouve à droite dans les décharges et en fait tous les matériaux qu'on retrouve systématiquement dans cette typologie qu'on appelle 1930 et qui est, issue de l'industrialisation de la région. Heu et en fait, voilà, ces maisons-là, ça serait difficile de savoir si on est, en Belgique, en Allemagne, à Liverpool, à Lille, parce que c'est des choses qu'on retrouve dans tout ce croissant, nord-européen. Et en fait, on s'est dit: «Bah, du coup, c'est quand même peut-être plus malin de laisser ces matériaux là où ils sont et de les réhabiliter plutôt que de les, détruire et de les réemployer», sachant que c'est déjà assez compliqué de les réemployer. Tout ça, ça nous amène à formuler au fur et à mesure du temps des règles qui commencent à dire, par exemple: mieux vaut réutiliser, si on peut pas, on réhabilite, si on peut pas, on réemploie, si on peut pas, on recycle et vraiment si on peut pas, on jette. Déjà, c'était un petit peu rassurant, ça veut dire qu'on commence à se faire un petit cadre d'action. Et donc autant, il s'agit aussi de voir la beauté qu'il y a dans ce patrimoine construit. Puis on s'est pris d'amitié, je dirais presque, pour, un certain nombre de bâtiments qui étaient vides, qui donc, étaient menacés par la démolition. Et donc, aussi évidemment, choqués d'un certain nombre de centaines de milliers de mètres carrés qui sont vides, tandis qu'à côté, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'espace pour vivre, pour travailler. Ça nous a amené à formuler toujours de manière assez complexe et pas forcément toujours hyper, claire. En tout cas, des projets de société avec des projets de réhabilitation, mais dire: «Bah, là, il y a des bâtiments vides, on peut peut-être les réutiliser pour faire ci, pour faire ça», pour parler de réhabilitation, pour augmenter la connaissance générale sur, ces mises en œuvre, comment on fait pour, intervenir dessus. C'est pas la même chose, d'intervenir sur, du torchique, sur, du placo-plate, par exemple. Un certain nombre de projets qui sont restés quand même de manière, projets de papier qui sont restés au stade d'étude et puis, jusqu'à ce qu'un jour, ça fonctionne, à travers la question de l'occupation transitoire. Donc, là, il s'agit d'un monastère, probablement plus autre chose. Mais là, c'était, aussi avec une forte, volonté de la ville de Roubaix de pouvoir, essayer d'expérimenter autre chose sur ce site qui est le monastère des Clarisses et qui est, heu, sans affectation depuis une dizaine d'années quand même. Ça fait, 6 500 m², ça aurait à peu près, 20 millions pour le réhabiliter et la mairie n'a pas de méthode, pas de budget, pas de programme à mettre dedans, et c'est loin d'être une situation isolée. Beaucoup de communes ont ce genre de problème. Encore une fois, on dit: «Bah, tiens, on peut peut-être encore adapter notre travail et notre manière de faire en disant que, voilà, on peut peut-être faire l'occupation transitoire». Et on a proposé, un certain nombre de choses dans le cadre de l'appel à projets que la mairie de Roubaix a lancé en 2019, pour la réhabilitation de ce lieu. Alors réhabilitation, c'est pas la réhabilitation technique, c'est la réactivation, c'est le fait de lui redonner vie, d'abord et puis, il y a une réhabilitation sous forme technique qui vient, aussi, ensuite ou en parallèle. Donc en gros, les grands points de cette occupation, c'était, voilà, s'installer rapidement pour contrecarrer aussi tous les délais administratifs qui sont liés à l'occupation intensive, qui exige d'avoir tous les budgets, tous les dessins et tout prévu avant de pouvoir commencer. Le fait d'habiter sur place, qui projette toute heu, une, un affect sur les lieux qui permet de les réhabiliter en tout cas de manière, efficace et puis aussi,
satisfaisante. Adapter le couvent aux usages contemporains, évidemment, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de renier ce qui s'est passé, mais c'est d'adapter. Quand j'ai adapté, c'est vraiment au fur et à mesure, pièce par pièce et mois par mois. Offrir au public des activités variées, il s'agit surtout d'ouvrir le site au public, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de nous, mais aussi et surtout du quartier, de refaire un patrimoine, disons, universel. Et tout ça, super, ça nous offre la possibilité de tester des formes de réhabilitation, donc souvent low-tech, de ce site qui est en fait exactement la même typologie que les maisons 1930 dont je parlais un petit peu avant, mais en explosé, en beaucoup plus grand. Donc pour l'aménager, on va tester un certain nombre de choses effectivement. Évidemment pour pallier, enfin pas pour pallier, mais plutôt pour tuiler le propos entre réhabilitation vertueuse et puis impacts environnementaux général et énergie grise et tout ça, l'occupation même est censée être évidemment frugale, en tout cas le plus vertueuse possible. Et puis voilà, et on met effectivement la question du travail dedans, la question de l'organisation. Donc là, on a dû forcément augmenter les effectifs parce que c'est un travail très prenant. Et donc toute la question des conseils mineurs majeurs, comment on fait pour que chacun puisse prendre la parole, être responsable de ce qu'il fait, voilà, elle s'est complexifiée, elle s'est augmentée un petit peu. Évidemment aussi parce qu'il y a un certain nombre de partenaires extérieurs qui sont associés au projet. Et tout ça avec toujours dans l'idée de tester une réponse réplicable à la vacance immobilière. Donc, voici le couvent. On l'a remporté avec une équipe composée de Gilles Maury, qui est historien et architecte, spécialiste du Baron Béthune, qui est l'architecte de ce monastère, qui a été construit en 1874, et avec Yes We Camp, qui est une association bien connue, qui a une grande expérience de l'occupation transitoire, et qui nous accompagne depuis le début. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a atteint un niveau justement de complexité où on commence à se dire qu'il y a des impacts qui commencent à pouvoir être significatifs. Parce que dans le monastère, voilà quelques images pour ceux qui ne connaissent pas. On y habite depuis bientôt 1 an et on se met évidemment en position en réel, c'est-à-dire de tester toutes les choses, toutes les solutions qu'on voudrait mettre en place en vrai et en simultané, c'est-à-dire et le compost, et l'alimentation, et le potager, et le fait de dormir, et le fait de travailler, et le fait de faire la fête, de manger, de tout ça. Et donc ce projet s'appelle les Saisons Zéro, et voilà quelques photos. C'est un super projet qui est extrêmement agréable, qui fait un peu peur de temps en temps, la nuit, parce que c'est un gros site et qu'on n'est pas beaucoup, mais qui globalement est vraiment passionnant à habiter et à réhabiliter. Et on arrive par exemple, donc ça c'est un exemple que je donne pour aussi raccrocher avec l'exposition des usages du monde, c'est pour réhabiliter ce site, on a en gros 3 piliers économiques qui est en partie la mairie de Roubaix, en partie des subventions que Yes We Camp a amené de la part du CGE de l'ancienne CT, dans la CGE de Loyer, et puis l'autre partie, c'est nous. Et nous, c'est de l'autofinancement. Ça nous oblige du coup à mettre un certain nombre de blocs économiques qui sont très bien parce que ça permet de faire rentrer les gens et de se poser les questions, les prétextes d'expérimentation sur les impacts environnementaux. Et là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un certain nombre de cellules de sœurs. Et donc, on a mis une auberge de jeunesse dedans, avec un certain nombre de références qui sont celles que vous voyez ici, par exemple. Donc des lits clos, des lits à baldaquin. Après plusieurs tests, on s'est arrêté sur une version qui utilisait beaucoup de réemploi, qui était très rapide à construire et qui était composée de 3 couches, donc vous l'aviez déjà vu puisque Caroline l'a présenté un petit peu avant, qui permet de pouvoir assurer un endroit où on peut avoir chaud pour la nuit, sans brider le patrimoine, sans tout isoler et sans chauffer la pièce. Donc voilà la structure. Les plaques sont issues de la démolition du World Trade Center de Bruxelles. À l'époque, c'était
ça a été bien tombé. Et les bâches textiles, c'est des bâches, des chutes de bâches. Donc, le lit, il est issu d'une recherche graphique de Emma Cognier, qui est designeuse textile à Bruxelles. Voilà, je passe rapidement. Au fur et à mesure, on a trouvé voilà, un certain nombre de prises de décision esthétiques sur ces questions. Et en fait, on se rend compte que, entre guillemets, tout de même, finalement, le remploi, c'est devenu quelque chose de simple. C'est pas un combat de le faire, parce on commence à avoir pas mal de choses sous la main, de ressources matérielles et intellectuelles. Et donc, en fait, ça devient facile, ce qui est un très bon indice déjà. Donc là, c'est qu'on a matelassé le lin pour faire la couche qui s'enlève, qui est une couche isolante et qui permet de ne pas avoir trop chaud évidemment l'été, et puis de pouvoir remettre, avoir un bon confort l'hiver. Donc voici le lit qu'on a présenté à l'exposition à l'usage du monde. Voilà, et je vous présente la dernière partie qui concerne la maison POC. Alors la maison POC, elle a été hébergée dans cette halle que vous voyez là, c'est à peu près dans l'état dans lequel on l'a trouvée en janvier. Et donc je parle sous contrôle de Caroline Naféji, en tout cas pour tout ce qui concerne l'événement World Design Capital, et de Giovanna Massoni, qui était largement à l'initiative de ce projet, en tout cas en ce qui nous concerne. Mais l'idée, c'était de se dire, voilà, on a un projet d'occupation transitoire qui est fondamentalement axé sur les impacts environnementaux et qui ne se met pas de limite en termes de sujets ou de thématiques. La maison POC économie circulaire, on s'est dit que ça serait assez intéressant de poser la question de l'impact environnemental dès la scénographie et pas seulement dans les œuvres exposées. Et au fur et à mesure, avec Giovanna Massoni, et Caroline, on s'est convaincu que ça serait justement assez intéressant de mettre la maison POC dans ce site, et en fait de faire en sorte de transformer l'énergie, qui est quand même une grande énergie, et des moyens intellectuels, financiers, tout ça qu'on met dans la scénographie et dans le montage d'une exposition, on le transforme aussi en réhabilitation. Ce qui fait que finalement, c'est pas évident, parce qu'il y a dans plein de cas, on fait la scénographie, on achète des choses, on façonne des choses, mais ils ne servent à rien après. Ce qui, à mon avis, devrait pouvoir disparaître au fur et à mesure. Et donc, voilà, cette halle, elle a été à peu près dans cet état-là qu'on est arrivé, enfin, dans cet état-là, pardon. Et on se lance là-dedans. Donc ça a été pas forcément facile, et je salue évidemment l'équipe de Giovanna et toute l'équipe de World Design, parce que ça n'a pas été évident avec le Covid de faire cet événement. Par contre, c'est une réussite, je trouve en tout cas, parce que ça nous a permis, en tout cas nous, de mettre en pratique ce test, cette intuition. Et donc là, vous avez quelques images de la halle pendant qu'on était en train de la nettoyer, de la réfectionner, disons. Pour les quelques images qui viennent, à droite, vous avez l'état d'origine, et à gauche, l'état dans lequel on l'a amené juste avant l'exposition. Voilà. Je disais à Antoine qu'il y a son tel. Hop. J'entends Caroline qui me dit qu'il faut que je regarde un truc. Ok. Donc voilà, j'avance un peu plus vite pour pas trop traîner. Moi, j'ai le désagréable rôle, je suis absolument compulsivement non, pas de problème. d'être la gardienne du temps. Je te laisse finir tranquillement, mais on a déjà pris beaucoup de retard. Ça roule. Malgré tout l'intérêt qu'on peut avoir. Non, pas de problème, je comprends. Donc voilà, il y a un certain nombre de petits détails. Et finalement, l'exposition a ouvert. Donc là, je vous montre juste 2-3 petites infos, c'est-à-dire par exemple le sol, qui est l'ancien sol de l'Opéra de Lille. Donc en réemploi évidemment, toutes les structures métalliques là qui nous ont permis de faire la bibliothèque et l'estrade sont faites un système de portant pour les vêtements. Les lumières ou les enceintes sont issues du parpaing.
les rails et les autres luminaires sont issus de Le Bon Coin. Donc en fait, on a réussi tous ensemble à avoir une exposition dont aucun euro n'a été dépensé sans qu'il ne serve à autre chose après, et à réduire, à mon avis, on ne l'a pas chiffré, mais à réduire vraiment très fortement les impacts environnementaux de la scénographie. Donc voilà, l'exposition est ouverte, c'était un succès, je pense. Et voilà. Et donc ça tombe bien, c'est la dernière slide. Ce que je voulais vous dire du coup en vous montrant tout ça, c'est de dire qu'en fait, après cette exposition, voilà, on est reparti dans les budgets, dans le projet, tout ça. Et en fait, en se rendant compte, en se retournant à un moment donné sur tout ce qui était fait, et finalement c'est assez court, c'est que 5 ans, ce dont je vous avais parlé là, on se rend compte qu'en fait, par rapport à l'angoisse qu'il peut y avoir d'agir en tant qu'individu dans la société, et l'incapacité qu'on peut ressentir, en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a finalement quand même pas mal d'espoir. En fait, en groupe, avec un certain nombre de règles et de conditions, oui, il y a des impacts. Le réemploi, ça me paraissait absolument impossible encore il y a 5 ans de pouvoir imaginer quelque chose de faisable et à grande échelle. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, oui, on se dirige vers ça. Et donc oui, finalement, il y a plein d'espoir et j'en suis convaincu maintenant, et au fur et à mesure qu'on travaille. Et puis, c'était une petite image de fin parce que c'est souvent dans les choses simples, les choses extrêmement modestes, quand ça devient simple et ça devient modeste et que ça devient évident, quelque chose qu'on devait crier au nom de l'innovation et du progrès il y a quelques années, je pense que c'est de bons signes, c'est des très bons signes, et voilà. Merci.